Le verre éclate, le cristal me coupe le doigt. 30 invités figés. Lui, menotté, hurle. Pendant 70 ans, j'ai cousu en silence. Aujourd'hui, je tranche. 175 000 de côté. Un audio de 28 secondes. Une dette de 78 000. Et un dernier nom que personne n'imagine. Vous êtes prêts? Pendant 70 ans, j'ai gardé un secret qui aurait pu détruire ma famille. Ce n'était pas une liaison. Ce n'était pas un crime. C'était quelque chose de beaucoup plus simple et, en même temps, beaucoup plus puissant. J'avais 175 000 cachés dans 3 comptes différents. Et aujourd'hui, assise dans cette brasserie lyonnaise, écoutant ma petite fille Clara sangloter dans mes bras après que son mariage ait explosé en 1000 morceaux, j'ai décidé que le secret était terminé. Il était temps que tout le monde sache qui j'étais vraiment. Mon nom est Geneviève Morel. J'ai 70 ans, je suis veuve, et j'ai travaillé 40 ans comme couturière dans le 7e arrondissement de Lyon. Jamais eu de luche, mais jamais eu besoin de demander quoi que ce soit à personne non plus. Depuis qu'Étienne, mon mari, est parti, j'ai appris à vivre simplement. Un petit appartement haussmannien avec vue sur les toits de Lyon, un jardinet de géranium sur le rebord de fenêtre, et ces économies que je garde précieusement depuis des décennies. Chaque euro économisé en achetant du tissu en fin de série au lieu de me faire plaisir. Chaque euro mis de côté en préparant mes repas au lieu de manger au restaurant. Chaque euro gagné en travaillant tard le soir, les doigts piqués par les aiguilles pour que Clara puisse étudier les arts plastiques à Bordeaux sans s'inquiéter de l'argent. Elle était ma lumière, ma petite fille aux yeux verts et aux rêves immenses. Quand elle m'a présenté Daniel Lefebvre, j'ai voulu y croire. Un homme élégant, fils d'un entrepreneur de Marseille, parlant de projets d'avenir avec des mots qui sonnaient justes. Clara rayonnait à ses côtés, et j'ai pensé que mes sacrifices avaient enfin trouvé leur sens. Je suis tellement heureuse que vous soyez ici pour écouter cette histoire. Savez-vous, quand j'ai décidé de la raconter, je ne savais pas si quelqu'un croirait qu'une vieille couturière puisse renverser une situation pareille. Si vous aussi avez déjà vécu quelque chose de similaire en famille ou connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est possible de réagir, laissez un like. Pendant que je vous raconte la suite, si vous pouvez vous abonner à la chaîne, cela m'aiderait énormément. Et dites-moi en commentaire, d'où m'écoutez-vous? Je veux savoir jusqu'où ces histoires arrivent. Maintenant, laissez-moi vous raconter en détail ce qui s'est passé quand j'ai ouvert cette enveloppe audio. Le mariage était prévu pour le 15 octobre 2024, à l'église Saint-Sulpice. J'avais cousu ma robe lilas moi-même, comme toujours, et j'étais assise au 3e rang, les mains tremblantes sur mon sac en cuir noir, usé. Mais quelque chose n'allait pas. Les larmes de Clara n'étaient pas de joie. Son sourire était tendu, forcé, comme un masque qui glissait. Quand l'orgue a commencé la marche nuptiale, j'ai senti un frisson glacé remonter le long de ma colonne vertébrale. Une grand-mère sent ces choses-là. 40 ans à observer les clients dans mon atelier m'avait appris à lire les visages, les postures, les silences qui en disent plus que les mots. Après la cérémonie civile, pendant le cocktail dans les salons de la mairie du 2e arrondissement, Sophie, une amie de Clara, s'est approchée de moi. Elle avait l'air troublée, nerveuse. « Madame Morel », a-t-elle chuchoté, regardant autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. « Il faut que je vous montre quelque chose. Clara m'a envoyé ça par erreur hier soir. » Elle a sorti son téléphone et m'a tendu des écouteurs. L'audio durait moins de 30 secondes, mais ces 30 secondes ont détruit mon monde. La voix de Daniel, claire et reconnaissable, riant avec un homme que je ne connaissais pas. Après la cérémonie, l'argent est à nous. Elle va signer tout ce qu'on veut. Tu es sûre qu'elle ne se doute de rien? Clara, elle est naïve comme un enfant. Et la grand-mère, encore pire. Une vieille couturière qui ne comprend rien aux affaires. Elles vont avaler n'importe quoi. Et si elle refuse de signer, elle signera. Après ce qu'on va lui dire sur ses dettes d'études, elle n'aura pas le choix. D'ailleurs, les gars de Marseille attendent. 78 000 €, ça ne se plaisante pas. Le téléphone s'est mis à trembler dans mes mains. Les mots résonnèrent dans ma tête, comme des coups de marteau. Ma petite Clara, ma lumière, allait être une monnaie d'échange. Et moi, la vieille couturière qui ne comprend rien, j'étais censée regarder sans rien faire. J'ai rendu les écouteurs à Sophie et j'ai murmuré d'une voix que je ne reconnaissais pas. « Merci ». Puis je suis sortie prendre l'air dans le petit jardin de la mairie. Mes jambes tremblaient, mais quelque chose de dur et de froid était en train de naître dans ma poitrine. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti la rage pure.
Pas la colère, pas l'indignation, la rage. J'ai sorti mon vieux téléphone et j'ai appelé Lucien Duval. Monsieur Duval était un ancien client, un commissaire à la retraite pour qui j'avais cousu des costumes pendant des années. Un homme droit, discret, qui me devait quelques services. « Lucien, c'est Geneviève Morel. J'ai besoin de votre aide. Urgence absolue. » Il a accepté de me retrouver le lendemain matin dans un café près de Bellecour. Quand je lui ai fait écouter l'audio, son visage s'est durci. « Geneviève, cette histoire sent très mauvais. Donnez-moi 48 heures. » Pendant ces 2 jours, j'ai continué à jouer la grand-mère heureuse. J'ai félicité Daniel, j'ai embrassé Clara, j'ai souri aux photos, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé pour toujours. Mes mains ne tremblaient en plus. Et savez-vous ce qui était le plus effrayant? C'est que j'aimais cette nouvelle version de moi. Lucien est revenu avec un dossier épais. Daniel Lefebvre devait effectivement 78 000 à un réseau d'usuriers marseillais. Il avait présenté Clara comme garantie vivante. Si elle l'épousait et signait certains papiers, il pourrait utiliser son crédit étudiant et ses futurs revenus pour rembourser. « Il y a pire », a dit Lucien, ouvrant une autre chemise. « Votre petite fille n'est pas la première. Il a déjà fait ça 2 fois, une à Toulouse, une à Nice. Mariage, contrat, puis disparition quand l'argent était récupéré. J'ai fermé les yeux. Quand je les ai rouverts, la vieille Geneviève était morte. À sa place, il y avait une femme avec 175 000 heures en banque, 40 ans d'expérience à démasquer les menteurs et rien à perdre. Lucien, j'ai besoin d'un petit matériel d'enregistrement et je veux que vous contactiez la gendarmerie, discrètement. Le dimanche 17 octobre, Clara et Daniel avaient organisé un brunch familial dans la brasserie Le Comptoir du 7e, près de chez moi. Tout le gratin était là, les parents de Daniel, ses associés, les amis de Clara, une trentaine de personnes en tout. J'avais glissé le petit enregistreur que Lucien m'avait fourni dans mon sac, avec un micro directionnel camouflé dans un bouquet de fleurs que j'avais offert pour décorer la table d'honneur. Daniel était détendu, charmeur, racontant des blagues et levant son verre à chaque occasion. Vers 13h30, après plusieurs coupes de champagne, il s'est approché de moi. « Ma chère Geneviève, j'ai une excellente nouvelle. Clara et moi, on a trouvé un appartement magnifique dans le 6e. Mais pour le crédit, on aura besoin que Clara signe quelques garanties. Rien de grave, juste des formalités. » J'ai souri de mon sourire de grand-mère innocente. « Bien sûr, mon cher Daniel. Tout ce qui peut aider Clara. » Il a continué, encouragé par mon apparente naïveté. « D'ailleurs, vous savez qu'elle a encore des dettes d'études? 15 000 € de prêt étudiant. Heureusement, avec les bonnes garanties, on peut tout régler d'un coup. » Mensonge. Je payais les études de Clara depuis 3 ans. Elle n'avait aucune dette. Et puis, a-t-il ajouté, baissant la voix d'un ton conspiratif, entre nous, ces vieilles dettes traînent. Si elle ne règle pas ça rapidement, ça pourrait devenir problématique. Vous voyez ce que je veux dire? Une menace déguisée, enregistrée. J'ai acquiescé avec l'air de celle qui ne comprend rien aux affaires modernes, et j'ai dit « Oh là là, comme c'est compliqué tout ça. Mais Clara a de la chance de t'avoir, Daniel. » Il a ri, content de lui. « Ne vous inquiétez pas, Geneviève. Je vais très bien m'occuper d'elle. » Ses mots étaient sucrés, mais ses yeux étaient froids, comme la lame d'un couteau. Vers 14h15, il s'est dirigé vers les toilettes et j'ai vu qu'il téléphonait. J'ai activé l'enregistreur et je me suis rapproché discrètement. Ouais, tout se passe comme prévu. La petite va signer demain. Non, aucun problème avec la grand-mère. Elle est complètement à côté de la plaque. 78 000, c'est ça. Oui, dès que c'est signé, vous aurez votre premier versement. Quand il est revenu, j'étais assise tranquillement à ma place, sirotant mon café. Il ne se doutait de rien. À 15h, j'ai demandé l'attention de tous pour porter un toast. Daniel a souri, pensant que j'allais faire un discours de grand-mère émue. « Mes chers amis, » j'ai commencé d'une voix claire, « avant de lever nos verres, j'aimerais que vous entendiez quelque chose d'important. » J'ai sorti mon téléphone, l'ai connecté au système audio de la brasserie et j'ai appuyé sur lecture. La voix de Daniel a explosé dans le silence. « Après la cérémonie, l'argent est à nous. Elle va signer tout ce qu'on veut. Clara, elle est naïve comme un enfant. Et la grand-mère, encore pire, une vieille couturière qui ne comprend rien aux affaires. » Puis, l'enregistrement de sa conversation téléphonique, « La petite va signer demain. 78 000, c'est ça. Oui, dès que c'est signé, vous aurez votre premier versement. » Le silence était si profond qu'on entendait les mouches voler. Clara était devenue blanche comme un linge.
Daniel s'était levé d'un bond, tentant de saisir mon téléphone. « C'est un montage, cette vieille folle a… » Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Lucien Duval venait d'entrer dans la brasserie, accompagné de 2 gendarmes en uniforme. « Monsieur Daniel Lefebvre, » a dit le brigadier d'une voix forte, « vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie, chantage et association de malfaiteurs. » Les menottes ont cliqué autour de ses poignets pendant que 30 témoins regardaient, bouche bée. Clara s'est effondrée contre moi, sanglotant. « Pardonne-moi, mamie, je n'ai pas vu qui il était vraiment. J'ai juste caressé ses cheveux et j'ai murmuré « Ne sous-estime jamais une couturière avec de bonnes oreilles, ma chérie. » 3 jours avant ce brunch explosif, j'étais assise dans le petit café de la rue Mercière, face à Lucien Duval. Le dossier qu'il venait de poser sur la table contenait bien plus que ce que j'avais imaginé dans mes pires cauchemars. « Geneviève, » a-t-il dit en ajustant ses lunettes, « ce Daniel n'est pas juste un escroc amateur, c'est un prédateur professionnel. Il a ouvert la première chemise. Photos, extraits bancaires, témoignages. Mon estomac s'est noué comme si j'avais avalé de la bile. Affaire numéro 1, Morgane Dubois, 24 ans, étudiante en médecine à Toulouse, mariée en juin 2022. 3 mois après, elle avait signé des crédits pour 45 000. Daniel a disparu avec l'argent. Elle a fait une tentative de suicide. Mes mains se sont mises à trembler. J'ai senti la nausée monter, acide et brûlante. Affaire numéro 2, Camille Reynaud, 26 ans, professeure à Nice, mariée en septembre 2023. Même scénario. 62 000 volatilisés. Elle vit maintenant chez ses parents, en dépression sévère. J'ai dû poser ma tasse de café. Le liquide chaud me donnait envie de vomir. Et maintenant, Clara, j'ai murmuré. Clara était censée être la 3e. Mais ce coup-ci, c'est différent. Les sommes sont plus importantes. Les créanciers marseillais ne plaisantent pas. Si elle avait signé ses papiers, qu'est-ce qui lui serait arrivé? Lucien a baissé les yeux. Dans le meilleur des cas, une vie d'endettement. Dans le pire, ces gens-là ont leur méthode pour récupérer leur argent. La rage qui montait en moi était froide, calculée, différente de tout ce que j'avais ressenti. Pour 70 ans, j'avais été Geneviève la gentille, Geneviève qui ne fait pas de vagues. Cette femme venait de mourir. Lucien, je veux tout savoir, tout. Il a sorti d'autres documents. Daniel Lefebvre, 32 ans, né à Marseille, père décédé, mère en maison de retraite. Il se présente comme entrepreneur, mais n'a jamais eu d'entreprise légale. Vit de ses arnaques matrimoniales depuis au moins 4 ans. Comment il les choisit? Toujours le même profil. Filles intelligentes, famille aisée, mais pas fortunée, grands-parents âgés, susceptibles de cosigner des prêts. Il étudie ses cibles pendant des mois avant d'approcher. Mon sang s'est glacé. Il m'a étudié? 6 mois de surveillance, Geneviève. Il sait où vous faites vos courses, à quelle heure vous sortez, combien vous avez approximativement en banque d'après vos habitudes de dépenses. La sensation de violation était insoutenable. Ce prédateur avait observé ma vie quotidienne comme un vautour cercle sa proie. Mais il ne sait pas tout, j'ai dit en pensant à mes 175 000 bien cachés. Exactement. Et c'est notre avantage. Lucien a sorti un téléphone qu'il a posé sur la table. Matériel d'enregistrement professionnel. Autonomie 6 heures. Qualité juridiquement recevable. Si vous arrivez à le faire parler, je peux le faire parler. Geneviève, vous devez comprendre. Ces gens sont dangereux. Les créanciers marseillais, l'entourage de Daniel. Si ça tourne mal. Lucien, j'ai dit d'une voix que je ne reconnaissais pas. Pendant 40 ans, j'ai lu les mensonges dans les yeux de mes clients qui me promettaient de payer la semaine prochaine. J'ai survécu seule à la mort d'Étienne. J'ai élevé Clara en travaillant 16 heures par jour. Ce petit escroc en costume ne me fait pas peur. Il m'a regardé différemment. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Je veux qu'il paye. Pas seulement pour Clara, pour Morgane, pour Camille, pour toutes celles qui vont suivre si on ne l'arrête pas. La justice. La justice, Lucien, c'est quand un criminel est puni à la mesure de ses crimes. Pas quand il négocie une peine réduite et recommence 3 ans plus tard. J'ai pris le téléphone enregistreur. Plus lourd que prévu, froid contre ma paume. Comment ça marche? Bouton rouge pour démarrer, bouton noir pour arrêter. Ça enregistre tout dans un rayon de 5 mètres. Attention, la batterie. Je n'aurai besoin que d'une fois. Le lendemain, jeudi 16 octobre, j'ai appelé Clara. Ma chérie, comment ça va avec Daniel? Oh mamie, il est tellement gentil. Figure-toi qu'il s'occupe de tous mes papiers administratifs pour l'appartement. Je n'ai même pas besoin de m'en mêler. Mon cœur s'est serré.
Elle ne comprenait pas qu'elle signait sa propre condamnation. Et l'appartement, il est comment? Magnifique! Dans le 6e, près de la Part-Dieu. Un peu cher. Mais Daniel dit qu'avec de bonnes garanties, le crédit passera sans problème. Quelle garantie? Oh, des trucs techniques. Il dit que comme j'ai encore mes dettes d'études, il faut que je signe des papiers spéciaux. Mais ne t'inquiète pas, il s'occupe de tout. J'ai fermé les yeux. Ma petite fille marchait vers l'abattoir en souriant. Clara, ses dettes d'études? Oui, 15 000 €. Daniel dit que c'est normal, que tous les étudiants ont ça. Le problème, c'est que si je ne règle pas ça rapidement, ça peut créer des complications pour le crédit immobilier. 15 000 €, exactement le montant qu'avait cité Daniel. Sauf que ces dettes n'existaient pas. Je payais les études de Clara depuis 3 ans, avec mes propres économies. Chaque euro sorti de mes 175 000 pour qu'elle n'ait jamais à s'endetter. Ma chérie, à propos de ces 15 000 €, oh mamie, ne t'inquiète pas. Daniel a trouvé une solution. Apparemment, il y a moyen de consolider ça avec le crédit immobilier. Je signerai tout demain et ce sera réglé. Demain. Le piège se refermait. Clara, écoute-moi bien. Est-ce que tu as les papiers avec toi? Ceux que Daniel veut te faire signer? Oui, ils sont dans mon sac. Pourquoi? J'aimerais y jeter un coup d'œil. Tu sais, à mon époque, on lisait tout avant de signer. Oh mamie, c'est gentil, mais Daniel a déjà tout vérifié avec son avocat. Et puis, c'est très technique, tu ne comprendrais pas. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Daniel lui avait déjà appris à me parler comme à une vieille femme sénile. Peut-être, mais ça me rassurerait. Tu peux passer à la maison ce soir? D'accord, mais juste 5 minutes. Daniel m'emmène dîner chez ses parents après. Elle est arrivée vers 18 h, rayonnante dans sa robe rouge, celle que j'avais cousue pour son anniversaire. Voir Daniel détruire ma Clara tout en portant mes créations me donnait envie de le tuer de mes propres mains. Voilà les papiers, mamie. J'ai mis mes lunettes et j'ai commencé à lire. Contrat de crédit immobilier, cautionnement solidaire, délégation d'assurance. Et là, perdu au milieu des clauses techniques, l'hameçon, une clause qui permettait aux conjoints co-emprunteurs d'utiliser le crédit pour toutes dépenses liées au patrimoine familial. En langage simple, Daniel pouvait utiliser l'argent comme il voulait. Clara, cette clause-là, laquelle? Article 7.3. Tu as lu ça? Elle a jeté un coup d'œil distrait. Daniel m'a expliqué. C'est au cas où on voudrait faire des travaux ou acheter des meubles. Mais c'est très large. Toute dépense liée au patrimoine familial, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Mamie, s'il te plaît, ne commence pas. Daniel sait ce qu'il fait. Il a étudié le droit. Mensonge numéro 3. D'après le dossier de Lucien, Daniel n'avait jamais fait d'études supérieures. Et cette assurance décès? Quelle assurance décès? Là, article 12. En cas de décès de l'emprunteur principal, c'est toi, le capital restant dû est annulé et le bien revient au co-emprunteur, c'est Daniel. Clara a pâli. Je n'avais pas vu ça. Clara, si tu meurs, Daniel hérite de l'appartement sans avoir remboursé un centime. Tu ne trouves pas ça bizarre? Elle s'est levée, agacée. Mamie, arrête, tu cherches des problèmes partout. C'est normal ces clauses. Tous les couples font ça. Tous les couples ne se marient pas avec des hommes qui doivent 78 000 € à des usuriers marseillais. Le silence s'est abattu comme une pierre. Qu'est-ce que tu as dit? Assois-toi, Clara. Il faut qu'on parle. Clara était assise en face de moi, les papiers éparpillés sur ma petite table de cuisine. Ses mains tremblaient légèrement. Et pour la première fois depuis des mois, je voyais la vraie Clara, celle d'avant Daniel. « Mamie, qu'est-ce que tu sais exactement ?» J'ai sorti le téléphone de Sophie et j'ai remis l'audio. Quand la voix de Daniel a résonné dans ma cuisine, une vieille couturière qui ne comprend rien aux affaires, Clara s'est effondrée. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait, ma chérie. Tu es tombée amoureuse d'un menteur professionnel. » Je lui ai montré le dossier de Lucien, les photos de Morgane et Camille, les témoignages, les preuves bancaires. Clara pleurait en silence, une main sur la bouche comme pour retenir un cri. « Il va falloir qu'on soit fortes toutes les deux, » j'ai dit en lui prenant la main, « parce qu'on va l'arrêter. » « Comment ?» En lui tendant un piège. « Mais j'aurai besoin de ton aide. » Ce soir-là, après le départ de Clara, j'ai appelé Lucien. « Il faut qu'on agisse vite. Demain, c'est la signature. Geneviève, j'ai déjà prévenu la gendarmerie. Ils enquêtent sur le réseau marseillais depuis 6 mois. Votre affaire pourrait être la clé. Qui s'occupe de l'enquête? Capitaine Sylvie Moreau, brigade financière de Lyon. Une femme remarquable. Elle accepterait de vous rencontrer demain matin.
Le vendredi 17 octobre, à 8 heures précises, j'étais dans les locaux de la gendarmerie de la Part-Dieu. Le capitaine Moreau était une femme de 40 ans, cheveux courts, regard perçant. Elle portait un tailleur gris impeccable qui me rappelait ceux que je cousais pour mes clientes avocates. « Madame Morel, Lucien m'a briefé sur votre situation. Mais j'ai besoin de vous expliquer quelque chose d'important. » Elle a ouvert un dossier marqué « Confidentiel ». Nous suivons Daniel Lefebvre depuis 8 mois. Pas seulement pour les mariages frauduleux, mais parce qu'il fait partie d'un réseau plus large. Bomba 1. 30% de l'acte 3. Un réseau plus large? Trafic de drogue, blanchiment d'argent, prêts usuraires. Les mariages ne sont qu'une partie de ses activités. Il utilise ses épouses comme prête-noms pour des sociétés écrans. Mon sang s'est glacé. Clara n'était pas juste une cible financière. Elle allait devenir complice involontaire d'activités criminelles. Si ma petite fille avait signé, elle serait devenue propriétaire légale de 3 sociétés basées à Marseille. Officiellement, elle aurait dirigé des entreprises de BTP qui servent à blanchir l'argent de la drogue. J'ai senti mes jambes se dérober. Elle aurait pu aller en prison, 15 ans minimum pour association de malfaiteurs et blanchiment en bande organisée. La nausée m'a prise d'un coup. Daniel ne voulait pas juste ruiner Clara financièrement. Il voulait détruire sa vie entière. « Capitaine, que puis-je faire ?» « Exactement ce que vous avez prévu. Nous avons besoin d'un enregistrement de Daniel admettant ses intentions. Mais maintenant, nous savons que c'est bien plus grave que de l'escroquerie conjugale. » Elle m'a donné un équipement plus sophistiqué, micro-cravate camouflée, récepteur et un téléphone traçable. Nous serons en écoute permanente. Au moindre danger, nous intervenons. Il n'y aura pas de danger. Daniel me prend pour une vieille femme inoffensive. C'est exactement pour ça que vous êtes notre meilleur atout. En sortant de la gendarmerie, j'ai appelé Maître François Dubois, l'avocat que Lucien m'avait recommandé. Un homme de 60 ans, spécialisé dans les affaires criminelles complexes. « Madame Morel, si nous obtenons ces preuves, je peux vous garantir que Daniel Lefebvre ne sortira pas de prison avant très longtemps. » Combien de temps? Avec les charges que le capitaine Moreau m'a décrites, entre 15 et 20 ans. Pour la première fois depuis des jours, j'ai souri. À 14 heures, Clara m'a appelé, paniquée. « Mamie, Daniel veut avancer la signature à 16 heures aujourd'hui. Il dit que l'avocat a un créneau libre et qu'il vaut mieux profiter. » Mon cœur s'est emballé. Le piège se refermait plus vite que prévu. « Où ça? » ?»« Dans son bureau, rue de la République. »« Mamie, j'ai peur. Écoute-moi bien, Clara. Tu vas y aller, mais tu ne signes rien sans moi. Tu dis que ta grand-mère veut être présente pour cette étape importante. D'accord? D'accord. Et Clara, n'oublie pas que tu es une artiste courageuse. Les artistes savent jouer la comédie quand il faut. » À 15h45, j'étais devant l'immeuble de la rue de la République. Façade haussmannienne, hall d'entrée cossu. Le bureau de Lefebvre & Associés était au 3e étage. En réalité, d'après Lucien, Daniel louait juste une salle de réunion à la journée pour impressionner ses victimes. Clara m'attendait dans le hall, livide. « Ça va aller, ma chérie. Fais-moi confiance. » Dans l'ascenseur, j'ai discrètement activé le micro-cravate. Le capitaine Moreau et son équipe étaient en planque dans une camionnette garée en face. Daniel nous a accueillis avec son sourire de prédateur déguisé en prince charmant. Costume Armani, chaussures italiennes qui valaient plus que mon loyer mensuel, montre Rolex qui brillait sous les néons. Tout l'attirail du parfait escroc. « Geneviève, quelle joie de vous voir. Clara m'a dit que vous vouliez être présente pour cette signature historique. Un appartement, c'est important dans une vie. J'ai voulu être là. Parfait. Plus on est de famille, plus on rit. » Il nous a fait entrer dans une salle de réunion avec vue sur la Saône. Table en acajou, fauteuil en cuir, tableau de maître au mur. Du théâtre pur. « Alors, mesdames, avant tout, champagne. » Il a sorti une bouteille de Veuve Clicquot et 3 flûtes. Ses gestes étaient précis, calculés, comme ceux d'un homme habitué à célébrer la ruine de ses victimes. « À Clara, à son avenir, et à sa grand-mère qui a si bien su l'élever. » Nous avons trinqué. Le champagne avait un goût amer. Bomba 2. 60% de l'acte. 3. « Bon, passons aux choses sérieuses, » a dit Daniel en sortant une pile de documents. « Clara, comme on en a parlé, il y a quelques papiers supplémentaires à signer. Des formalités administratives. » Il a posé 3 contrats devant elle. Je me suis penché discrètement pour les voir. Société Méditerranée, Construction SARL, gérante, Clara Morel. Société Riviera Investissement SARL, gérante, Clara Morel. Société Azur Transactions SARL, gérante,
Clara Morel. Mon sang s'est figé. Exactement ce qu'avait prévu le capitaine Moreau. Daniel, j'ai dit innocemment. Qu'est-ce que c'est que ces sociétés? Oh, des petites structures pour optimiser fiscalement l'achat immobilier. Très courant de nos jours. Clara sera juste gérante nominale. Elle n'aura rien à faire. Gérante nominale? Son nom sur les papiers, mais moi qui gère tout. Comme ça, on économise sur les taxes. Mensonge. Clara allait être légalement responsable de tout ce que ces sociétés feraient. Et ces sociétés, elles font quoi exactement? Daniel a hésité une fraction de seconde. BTP, investissement immobilier, transactions diverses, rien de compliqué. Ça me paraît très technique pour une fille qui sort des beaux-arts. Geneviève, a-t-il dit avec un sourire tendu, faites-moi confiance. J'ai de l'expérience dans ces domaines. Quelle expérience? Silence. Clara me regardait avec des yeux ronds. Eh bien, j'ai géré plusieurs entreprises similaires. Ah oui? Lesquelles? Geneviève, nous ne sommes pas là pour parler de mon CV. Clara, si on signait, l'avocat nous attend. Quel avocat? J'ai demandé. Il n'y a personne d'autre ici. Daniel a commencé à transpirer. Il arrive. Il a été retardé. Vous savez, j'ai dit en me levant pour regarder par la fenêtre. Cette rue me rappelle des souvenirs. Mon mari Étienne travaillait pas loin d'ici, dans la finance. Ah oui? Il m'avait appris à reconnaître les escroqueries financières, les montages frauduleux, les prête-noms, ce genre de choses. Le visage de Daniel s'est durci. Je ne vois pas le rapport. Oh, juste comme ça. Par exemple, il m'avait dit qu'utiliser des gérantes nominales pour blanchir de l'argent sale, c'était un classique du milieu marseillais. Silence de mort. Geneviève, qu'est-ce que vous insinuez? Rien du tout. Simple curiosité de vieille dame. Bomba 3. 90% de l'acte 3. Daniel s'est levé brusquement. Bon, Clara, on signe ou pas? J'ai d'autres rendez-vous. Une dernière question, j'ai dit en sortant mon téléphone. C'est 78 000 € que vous devez aux gens de Marseille. Si Clara ne signe pas, qu'est-ce qui se passe? Daniel s'est figé complètement. Comment vous... Qui vous a dit ça? Personne. Je l'ai entendu de votre bouche. Mercredi soir, pendant votre coup de téléphone aux toilettes de la brasserie. J'ai appuyé sur lecture. Sa propre voix a explosé dans le bureau. 78 000, c'est ça? Oui, dès que c'est signé, vous aurez votre premier versement. Le visage de Daniel est devenu livide. Vous m'avez enregistré? Comme vous avez enregistré Morgane Dubois à Toulouse. Comme vous avez enregistré Camille Reynaud à Nice. Pour avoir des preuves de leur accord quand elles ont voulu faire marche arrière. Daniel a reculé vers la porte. Vous êtes cinglé. Clara, ta grand-mère a perdu la tête. Non, Daniel, a dit Clara d'une voix tremblante mais ferme. C'est moi qui avais perdu la tête, en croyant qu'un homme comme toi pouvait m'aimer. Clara, écoute-moi. Non, c'est fini. Daniel s'est dirigé vers la porte, mais elle s'est ouverte avant qu'il l'atteigne. Le capitaine Moreau et 2 gendarmes sont entrés. Daniel Lefebvre, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie en bande organisée, tentative de blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Pendant qu'ils lui passèrent les menottes, Daniel m'a regardé avec une haine pure. Salope, tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds, les gens de Marseille. Les gens de Marseille sont déjà en garde à vue, a dit le capitaine Moreau. Votre petit réseau s'effondre, Daniel. Et tout ça grâce à une vieille couturière qui ne comprend rien aux affaires. Quand ils l'ont emmenée, Clara s'est jetée dans mes bras. Mamie, comment tu as su? Ma chérie, quand on a passé 40 ans à démêler des fils emmêlés, on finit par reconnaître les nœuds impossibles à défaire. Daniel était un nœud qu'il fallait couper. Le soir même, Maître Dubois m'a appelé. Madame Morel, grâce à vos enregistrements et à l'enquête parallèle de la gendarmerie, nous avons un dossier en béton. Daniel Lefebvre sera jugé pour escroquerie en bande organisée, blanchiment d'argent, association de malfaiteurs, tentative d'abus de faiblesse, bigamie, il était déjà marié civilement avec Camille, il risque 25 ans de prison ferme. Et les autres, Morgane, Camille, elles seront parties civiles. Elles récupéreront leurs biens et auront droit à des dommages et intérêts substantiels. Payés par qui? Les comptes offshore de Daniel viennent d'être saisis. Plus de 400. 000 récupérés. Et ce n'est que le début. J'ai raccroché et j'ai regardé Clara, endormie sur mon canapé, épuisée par ces journées terribles. Pendant 70 ans, j'avais cousu des vêtements. Cette semaine, j'avais cousu la justice. Et savez-vous quoi? C'était le plus beau travail de ma vie. Demain aurait lieu le brunch où tout allait exploser au grand jour. Daniel ne viendrait pas.
Il serait dans une cellule, en train de comprendre qu'on ne sous-estime jamais une grand-mère avec des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Mais ce brunch aurait lieu quand même. Parce que Clara et moi, nous avions quelque chose à célébrer. Notre liberté. Le dimanche 18 octobre 2024, à 12h30 précise, je suis entrée dans la brasserie Le Comptoir du 7e avec Clara à mon bras. L'endroit bourdonnait de conversations élégantes et du tintement délicat des verres de champagne. Nappes blanches immaculées, bouquets de roses fraîches sur chaque table, serveurs en gilet noir circulant avec des plateaux d'argent, 30 invités de marque étaient présents. Les parents de Daniel, Monsieur et Madame Lefebvre, lui en costume 3 pièces marine, elle dans un tailleur Chanel rose poudré, les collègues de Clara des Beaux-Arts, tous dans leurs plus beaux atours. Quelques notables lyonnais que Daniel avait invités pour faire impression, notamment Maître Bertrand, avocat réputé, et Dr Roussel, médecin de renom. Daniel n'était pas là. Où est-il ? A demandé Madame Lefebvre, ajustant nerveusement ses perles. Son regard balayait la salle comme un radar anxieux. « Il arrive », j'ai répondu avec un sourire serein. Un petit empêchement de dernière minute. Clara était pâle mais déterminée. Nous avions répété ce moment. Elle savait exactement ce qui allait se passer. À 13h, le père de Daniel a tapé sur son verre avec une petite cuillère d'argent. « Mes chers amis, avant de commencer ce délicieux repas, j'aimerais porter un toast à mon fils Daniel et à sa magnifique épouse Clara. » Tous les invités ont levé leurs verres. Le silence s'est installé, expectant et festif. « Daniel devait faire un discours, » a continué Monsieur Lefebvre. « Mais puisqu'il est en retard, je vais prendre la parole pour dire combien nous sommes fiers de cette union et combien nous attendons avec impatience de voir grandir cette belle famille. Monsieur Lefebvre, j'ai dit en me levant doucement, si vous permettez, j'aimerais dire quelques mots avant votre toast. » Tous les regards se sont tournés vers moi. Une vieille dame en robe lilas, cheveux gris, tirés en chignon, l'image parfaite de la grand-mère attendrissante. « Bien sûr, chère Geneviève, » a dit Monsieur Lefebvre avec un sourire condescendant. Moment viral 1. Révélation publique. J'ai sorti mon téléphone et l'ai connecté au système audio de la brasserie. Le maître d'hôtel m'avait aidé discrètement. Lucien avait ses contacts partout. Mes chers amis, avant de célébrer cette union, j'aimerais que vous entendiez quelque chose d'important sur votre futur gendre. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Daniel a explosé dans le silence feutré de la brasserie. Après la cérémonie, l'argent est à nous. Elle va signer tout ce qu'on veut. Clara, elle est naïve comme un enfant. Et la grand-mère, encore pire. Une vieille couturière qui ne comprend rien aux affaires. Les vers se sont figés à mi-chemin des lèvres. Madame Lefebvre a porté la main à sa bouche, ses yeux s'écarquillant d'horreur. Puis l'enregistrement de sa conversation téléphonique. La petite va signer demain. 78 000, c'est ça. Oui, dès que c'est signé, vous aurez votre premier versement. Non, aucun problème avec la grand-mère. Elle est complètement à côté de la plaque. Le silence était si profond qu'on entendait le tic-tac de l'horloge ancienne au-dessus du bar. 30 visages figés dans la stupéfaction, 30 bouches entr'ouvertes, 30 paires d'yeux écarquillés. Monsieur Lefebvre a lâché son verre. Le cristal s'est brisé sur le carrelage avec un bruit sec qui a fait sursauter toute la salle. Qu'est-ce que... Comment... Il bégayait, son visage virant du rose au gris cendré. « Ce n'est pas possible », a murmuré Madame Lefebvre, ses perles tremblant contre son cou. Daniel il ne peut pas avoir dit ça. Maître Bertrand s'est levé, son visage d'avocat expérimenté déjà en mode analyse. « Madame Morel, ces enregistrements, ils datent de quand ? » « Mercredi dernier, pendant la réception de mariage. » Clara s'est levée à son tour, sa voix claire mais tremblante. « Il y a plus. Mamie, montre-leur le reste. » J'ai sorti les documents que le capitaine Moreau m'avait autorisé à révéler. Photos de police, extraits bancaires, témoignages des victimes précédentes. Daniel Lefebvre a escroqué au moins 2 autres femmes. Morgane Dubois à Toulouse, 45 000 volets. Camille Reynaud à Nice, 62 000 volets. Clara était la 3e sur sa liste. Dr Roussel, homme distingué aux tempes grises, a examiné les documents par-dessus ses lunettes. Mon Dieu, c'est un criminel de carrière. Et ce n'est pas tout, j'ai continué. Daniel fait partie d'un réseau de blanchiment d'argent basé à Marseille. Il voulait utiliser Clara comme gérante de société écran pour blanchir de l'argent de la drogue. Madame Lefebvre s'est effondrée sur sa chaise, le visage dans les mains. Nos amis, nos relations, notre réputation, moment viral. 2.
Arrivée de la police. C'est à ce moment précis que les portes de la brasserie se sont ouvertes. Le capitaine Moreau est entré, suivi de 2 gendarmes en uniforme. Leurs pas résonnaient sur le carrelage ancien, créant un écho solennel dans le silence absolu. « Mesdames et messieurs, » a dit le capitaine d'une voix claire et professionnelle, « je suis le capitaine Moreau, brigade financière de Lyon. Je dois vous informer que M. Daniel Lefebvre a été arrêté hier pour escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs. » Un murmure d'horreur a parcouru l'assemblée. Plusieurs invités se sont levés, cherchant visiblement la sortie la plus proche. L'enquête a révélé un réseau criminel d'envergure internationale. Monsieur Lefebvre risque 25 ans de prison ferme. Monsieur Lefebvre s'est levé en titubant. « Capitaine, il doit y avoir une erreur. Mon fils, il ne peut pas. Monsieur, votre fils a avoué une partie des faits en garde à vue. Nous avons des preuves irréfutables de ses activités criminelles depuis 2020. » Madame Lefebvre a émis un gémissement étranglé et s'est évanouie. 2 invités se sont précipités pour l'aider, mais leur empressement semblait plus motivé par l'embarras que par la compassion. « Les victimes précédentes ont porté plainte », a continué le capitaine. « Mademoiselle Clara Morel est considérée comme une victime qui a échappé de justesse à une escroquerie majeure grâce à l'intervention de sa grand-mère. Tous les regards se sont tournés vers moi. Plus de condescendance maintenant. Du respect mêlé de stupéfaction. Moment viral. 3. Confrontation avec les parents. Monsieur Lefebvre s'est approché de moi, le visage décomposé. « Madame Morel, comment avez-vous, une femme de votre âge ?» J'ai soutenu son regard sans faiblir. « Monsieur Lefebvre, l'âge ne rend pas aveugle, ni sourde. Mais enfin, vous auriez pu nous prévenir, nous parler. Nous sommes une famille respectable. » « Respectable ?» Clara s'est levée, sa voix montant d'un cran. Votre fils a failli me transformer en criminel. Il voulait que je signe des papiers qui m'auraient rendu complice de blanchiment d'argent. Clara, ma chérie, a tenté Madame Lefebvre, qui venait de reprendre conscience. Daniel vous aimait. Il a peut-être fait des erreurs, mais... Des erreurs? J'ai coupé, ma voix devenant tranchante comme une lame de couture. Votre fils a calculé la destruction de ma petite fille pendant des mois. Il l'a surveillée, étudiée, manipulée. Il a fait exactement la même chose à 2 autres femmes. Ce ne sont pas des erreurs, madame, c'est de la prédation. Maître Bertrand a toussé discrètement. Madame Lefebvre, en tant qu'avocat, je dois vous conseiller de ne plus rien dire. Cette conversation est publique et pourrait être utilisée contre votre famille. Notre famille? Monsieur Lefebvre a ri amèrement. Quelle famille? Notre nom va être dans tous les journaux. Nos amis ne nous adresseront plus la parole. Nos affaires vont s'effondrer. C'est exactement ce qui est arrivé aux familles des victimes de votre fils. J'ai répondu calmement. La différence, c'est qu'elles étaient innocentes. Le silence s'est installé à nouveau, lourd et accusateur. Docteur Roussel s'est levé et s'est dirigé vers la sortie. Je suis désolée, mais je ne peux pas rester associée à cette situation. Un à un, les autres invités ont commencé à partir. Certains s'excusaient poliment, d'autres fuyaient simplement sans un mot. En 10 minutes, la salle s'était vidée. Il ne restait que Clara et moi, les parents Lefebvre effondrés, et le capitaine Moreau qui finalisait son rapport. « Madame Morel, » a dit le capitaine en rangeant ses papiers, « vous avez évité une catastrophe. Sans votre intervention, mademoiselle Clara aurait signé ces documents demain. Dans 6 mois, elle serait en prison. Capitaine, que va-t-il se passer maintenant? Daniel sera jugé dans 3 mois. Avec les preuves que nous avons, la condamnation est certaine. Minimum 15 ans, probablement plus. » Madame Lefebvre a relevé la tête, les yeux rougis. « Et nous? Que va-t-il nous arriver? » « Rien, madame, si vous n'êtes pas complice. Mais votre réputation, c'est un autre problème. » Quand tout le monde est parti, Clara et moi nous sommes retrouvés seuls dans la brasserie vide. Le maître d'hôtel nettoyait discrètement les tables abandonnées. « Mamie, » a dit Clara en prenant ma main, « comment tu as eu le courage de faire ça? Devant tout le monde? Ma chérie, parfois la justice a besoin de témoins. Si j'avais arrêté Daniel en privé, les gens auraient pu penser que c'était un malentendu, une querelle familiale. Là, 30 personnes ont entendu ses propres mots, 30 témoins de sa vraie nature. Et maintenant, tu vas reprendre tes pinceaux. Tu vas peindre des toiles magnifiques. Et moi, je vais retourner à mes géraniums et à mes tissés. Et Daniel? Daniel va apprendre qu'on ne sous-estime jamais une grand-mère qui a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. » Clara a souri pour la première fois depuis des jours. Un vrai sourire, celui de ma petite fille d'avant.
Je t'aime, mamie. Moi aussi, ma lumière. Moi aussi. 6 mois plus tard, avril 2025. Le soleil du matin caresse la surface du lac d'Annecy quand j'ouvre les volets de mon nouvel appartement. Vue panoramique sur les montagnes, petit balcon fleuri de tulipes colorées, silence parfait brisé seulement par le chant des oiseaux. À 70 ans, j'ai découvert que la vie peut encore offrir des surprises magnifiques. Je ne suis plus la Geneviève d'avant, physiquement d'abord. Mes cheveux gris, autrefois tirés en chignon strict, tombent maintenant en ondulations souples sur mes épaules. J'ai osé quelques mèches châtain clair. Pour révéler votre regard, avait dit la coiffeuse d'Annecy. Mes robes sombres ont cédé la place à des couleurs que je n'osais plus porter. Bleu lavande, vert amande, jaune safran. Des lunettes modernes ont remplacé celles en métal noir que je portais depuis 20 ans. Et pour la première fois depuis la mort d'Étienne, j'ai acheté de vraies chaussures de ville, du cuir italien qui sent bon le luxe mérité. Mais le changement le plus profond est dans mon regard. Mes yeux ne baissent plus devant personne. Mes épaules ne se voûtent plus sous le poids d'une modestie excessive. Ma voix porte plus loin, plus ferme. Je suis devenue la femme que j'aurais dû être depuis longtemps. Ma nouvelle routine commence chaque matin à 7 heures par une promenade le long du lac. Ensuite, petit déjeuner au café de la Poste avec croissant frais et vue sur les montagnes. Les habitués me connaissent maintenant. « Bonjour, Madame Geneviève !» lancent les commerçants. Fini l'invisibilité de la vieille couturière discrète. À 10 heures, j'ouvre mon atelier solidaire, rue Sainte-Claire. Couture en liberté, c'est le nom que j'ai choisi. 10 machines à coudre, tables de découpe, mannequins, et surtout, des femmes. 15 bénévoles qui viennent apprendre, créer, se reconstruire. Certaines sortent de relations toxiques, d'autres cherchent une nouvelle indépendance après un divorce. Nous cousons ensemble, et en cousant, nous réparons bien plus que des tissus. Aujourd'hui, Sylvie termine sa première robe, un modèle simple mais élégant qu'elle portera pour son entretien d'embauche de demain. À 52 ans, après 25 ans de mariage avec un homme qui lui répétait qu'elle était bonne à rien, elle découvre qu'elle a des mains de fée et un goût sûr. « Madame Geneviève, je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça moi-même. Croyez-le, ma chère, vous avez des talents que vous n'imaginez même pas. C'est exactement ce que je me répète chaque jour. Moi aussi, j'avais des talents cachés. » L'après-midi, Clara vient souvent. Elle a loué un petit studio près du lac pour peindre. Ses toiles ont retrouvé leur couleur vive, ses pinceaux leur audace. La galerie Beauvais d'Annecy expose 3 de ses œuvres, des portraits de femmes fortes qu'elle intitule « Série Mamie ». Sur l'une d'elles, on me reconnaît, assise à ma machine à coudre, mais avec un regard de lionne. « Tu sais, mamie, depuis cette histoire avec Daniel, j'ai compris quelque chose d'important. »« Quoi donc, ma lumière ? Que la force, ça ne se voit pas toujours. Pendant des années, je pensais que tu étais fragile parce que tu étais discrète. En fait, tu étais la plus forte de nous tous. » Ces mots me réchauffent plus que tous les compliments du monde. Mes 175 000 d'économies ont trouvé un nouvel usage. 50 000 pour l'atelier solidaire, matériel, loyer, subventions aux bénévoles. 30 000 pour l'appartement d'Annecy, caution, meubles, nouvelle garde-robe. 15 000 donnés anonymement à Morgane et Camille pour les aider à se reconstruire après l'épreuve Daniel. Le reste, bien placé, me garantit une retraite confortable, sans dépendre de personne. L'argent, finalement, c'est comme les fils de couture. Il ne vaut que parce qu'on en fait. Quant à Daniel Lefebvre, son procès a eu lieu en janvier 2025. 3 jours de débats intenses au tribunal de grande instance de Lyon. J'étais présente les 3 jours, au premier rang, avec Clara, Morgane et Camille. Nous formions un front uni de femmes qui avaient refusé d'être des victimes silencieuses. Daniel a été condamné à 22 ans de prison ferme. Escroquerie en bande organisée, blanchiment d'argent, association de malfaiteurs, bigamie. Pas de remise de peine possible avant 15 ans. Il aura 54 ans quand il sortira, s'il sort. Ses complices marseillais ont écopé de peines similaires. Le réseau entier s'est effondré grâce à notre affaire. Morgane a récupéré 42 000 $ sur les comptes saisis. Camille, 58 000. Elles ont aussi obtenu 20. 0,0 chacune en dommages et intérêts. Plus important, elles ont récupéré leur dignité. Les parents Lefebvre ont vendu leur propriété de Marseille et déménagé discrètement à Perpignan. Leur entreprise familiale a fait faillite. Les clients ont fui après le scandale. Justice poétique.
Ils paient maintenant pour les crimes de leur fils qu'ils ont trop longtemps excusés. Le journal Le Progrès a titré « La mamie qui a démasqué l'escroc ». France 3 Rhône-Alpes a fait un reportage « Comment une couturière de 70 ans a déjoué un réseau criminel ». Mais 15 minutes de célébrité, comme disent les jeunes. Mais ce qui me rend le plus fier, c'est le message que j'ai reçu hier de Sophie, l'amie de Clara qui m'avait fait écouter le premier audio. « Madame Morel, mon grand-père de 75 ans était victime d'une escroquerie par téléphone. Grâce à votre histoire, j'ai eu le réflexe de l'aider à porter plainte au lieu de laisser faire. L'escroc a été arrêté. Merci de nous avoir montré qu'on peut se défendre à tout âge. Voilà le vrai succès. Pas la vengeance, l'inspiration. Ce soir, en fermant l'atelier, je regarde le lac qui scintille sous les derniers rayons du soleil. Dans quelques jours, c'est mon 71e anniversaire. Clara organise une petite fête avec mes nouvelles amies d'Annecy. Il y a 1 an, j'étais une vieille dame invisible qui cousait dans l'ombre. Aujourd'hui, je suis une femme libre qui coude la solidarité. La différence ? J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour devenir celle qu'on a toujours été au fond de soi. Et comme je dis souvent à mes élèves de l'atelier, « Mes chers, on peut reprendre n'importe quel vêtement, il suffit de savoir où couper, où ajuster, où renforcer, c'est pareil avec la vie. » Daniel pensait que j'étais une vieille couturière qui ne comprend rien. Il avait raison sur un point. Je suis une couturière. Mais il s'est trompé sur l'essentiel. Nous, les couturières, nous savons comment réparer ce qui est cassé. Et parfois, nous savons aussi comment couper ce qui ne peut plus être réparé.